Tac. Donc bonjour à tous. Gardez bien vos micros et vos caméras éteintes, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, vous avez l'espace chat. On va les noter, on y répondra à la fin. Donc moi, je suis Julien Lhomme, conseiller énergie chez Horace. Donc chez Horace, on s'occupe de faire de l'efficacité énergétique pour les entreprises en Pays de la Loire, industrie, tertiaire, un petit peu les collectivités aussi, pour toute entreprise de tout secteur et de tout niveau de maturité sur l'énergie. Et donc moi, plus particulièrement sur la Mayenne, la Sarthe et une partie du nord du Maine-et-Loire. Et le reste de la région est couvert par mes autres collègues. Et donc là, on va parler des C2E, les certificats d'économie d'énergie. Et on a Roseau, Emmanuel Renard de chez Roseau, qui vont pouvoir nous expliquer tout ça. Donc vas-y, Emmanuel, je te Bonjour. passe la main. Oui, pas de problème. Tu peux Alors, je vais partager. partager mon écran. Hop. Petit moment. Voilà, normalement, c'est bon. Nickel. Parfait. Donc, comme disait Julien, donc le but de cette présentation, c'est de vous présenter un petit peu les C2E spécifiques et comment faire pour en bénéficier. Moi, je suis Emmanuel Renard, je fais partie de Roseau, une société de conseil en efficacité énergétique depuis maintenant 6 ans. Je suis arrivé chez Roseau en 2014 et je suis basé à Nantes. Donc Roseau, c'est une entreprise qui aujourd'hui a maintenant 10 ans, qui a commencé avec 3 collaborateurs et aujourd'hui on est plus de 50 et on croît encore. On espère croître encore ces prochaines années. Nos offres principales sont bien sûr les C2E et l'audit énergétique. À cela se sont rajoutées d'autres offres depuis 2020, comme les achats d'énergie, la formation pro FEI ou encore les CPE. Donc on est basé sur 5 bureaux en France et un bureau à Barcelone. Donc Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon et Marseille. Et on est principalement axé autour de 3 pôles d'expertise qui sont la technique, le financement et l'accompagnement. Au niveau des offres qu'on propose chez Roseau, pour le pôle technique, il y a principalement les audits et études techniques. Également une offre d'accompagnement sur les énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque, l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou bien la location de matériel de mesure qui peut vous permettre d'avoir une vision plus précise de votre consommation énergétique. Toutes ces offres vous permettent de dégager des opportunités de financement que nous pouvons vous aider à financer via les C2E, les CPE, ou bien l'amélioration de vos contrats d'achat d'énergie, la renégociation de contrats, etc. Ou également l'analyse de vos écotaxes, type pour les taxes carbone, etc. Et enfin, toutes ces actions-là sont pérennisées dans le temps via un processus d'accompagnement au management de l'énergie, qui peut aller jusqu'à la certification ISO 50001 ou la formation et la mise en place sur site d'un pilote énergie. On peut également former via notamment, vous avez peut-être entendu parler de la formation Pro FEI, des personnes, des référents sur site sur la partie énergétique, ou bien sensibiliser via des campagnes de sensibilisation ou d'information sur des sujets divers liés à l'efficacité énergétique. Donc aujourd'hui, on est là pour parler principalement des C2E spécifiques. Donc qu'est-ce que c'est que les C2E spécifiques? C'est une branche un peu spéciale des C2E, pardon, qui sont séparés, comme vous le savez peut-être, en 3 grandes catégories. On a les C2E standards, qui regroupent la majeure partie des C2E, et c'est le dispositif le plus ancien, le plus stable, on va dire, qui fonctionne avec des fiches standardisées qui sont établies par le gouvernement et qui sont mises à jour régulièrement et qui définissent le cadre dans lequel vous pouvez bénéficier ou non des C2E. Je considère ici que tout le monde
connaît les C2E au moins sur le principe. Si jamais vous avez des questions spécifiques sur les C2E, on pourra y répondre, bien sûr. Il y a les C2E programmes qui sont un peu différents, qui viennent à valoriser justement des programmes, c'est des projets, on va dire, de plus long terme sur des dynamiques un peu particulières comme la formation, l'accompagnement sur des problématiques de transport, des choses comme ça. Et enfin, il y a les C2E spécifiques, donc tout ce qui ne rentre pas dans ces autres catégories-là, qui sont, on va dire, qui viennent compléter un petit peu les manquements qu'il peut y avoir sur le reste dispositif. Donc, quand est-ce qu'on peut faire du spécifique? Alors, déjà, quand il n'y a pas de fiche d'opération standard, la première chose à regarder, c'est s'il existe pour les travaux que vous comptez faire une fiche ou pas standardisée. Si vous souhaitez aller au-delà de la réglementation, j'y reviendrai pendant cette présentation, mais c'est important de considérer que derrière les C2E ne sont pas là pour uniquement vous permettre de vous mettre à jour au niveau des normes et de la réglementation, mais c'est vraiment pour aller au-delà dans l'effort que vous comptez faire sur votre efficacité énergétique. Et il y a un troisième cas, on va dire, c'est s'il y a une fiche d'opération standard qui existe, mais où tous les critères ne sont pas strictement respectés. Parce que comme je vous le disais, les fiches standards obéissent à un cadre bien particulier. Et dans certains cas, par exemple, j'ai mis un exemple pour les moteurs, la fiche sur les moteurs IE4, qui s'arrête pour les moteurs qui ont une puissance de maximum 1 MW. Si vous avez un moteur qui fait 1005 kW, on va au-dessus d'un mégawatt, donc ce ne sera pas éligible stricto sensu. Maintenant, voilà, la fiche, elle obéit à ce cadre-là. On peut faire une opération spécifique dans ce cadre-là, puisqu'on est presque dans les conditions de la... donc, je vous parlais tout à l'heure d'aller au-delà de la réglementation. Qu'est-ce que j'entendais par là? Donc, si vous prenez si vous avez une consommation d'énergie de 100 kWh, peu importe, et donc ça, c'est votre situation initiale, que vous comptez arriver à 50 MWh. Ça, c'est votre situation finale. Donc après vos travaux, vous comptez faire 50 MWh d'économie d'énergie. Donc ça, très bien. En partant de là, vous regardez derrière ce que propose la réglementation. Donc mettons que vous étiez davantage... Enfin, vous n'étiez pas au niveau de la réglementation et vous souhaitez uniquement vous mettre au niveau de la réglementation. Donc vous mettiez à 90, vous faisiez que 10 MWh d'économie d'énergie, donc passez à 90. Sur ces 10 MWh-là, vous ne pourrez pas récupérer de C2E. Pourquoi? Parce qu'on va considérer que vous faites que vous mettre au niveau de la réglementation. Les C2E spécifiques vont au-delà de ça. Ils vont regarder ce que vous allez réaliser par rapport, non pas même à la réglementation, mais par rapport à la situation de référence. Cette situation de référence, c'est on va dire un domaine assez important sur les C2E spécifiques qu'il faut bien comprendre pour les aborder. Et ça correspond à, on va dire, il y a plusieurs cas, mais de façon générale, c'est regarder l'état de l'art, on va dire, sur ce qui existe sur ce type de technologie-là. Donc, si vous faites une opération d'économie d'énergie et que vous faites vous prendre le premier produit sur le marché, même si elle respecte la réglementation, même si elle va au-delà de la réglementation d'ailleurs, vous n'allez pas faire d'efforts supplémentaires, puisque vous allez juste changer un produit vieillissant pour quelque chose qui est facile à trouver, que tout le monde fait, et donc les C2E n'ont aucun rôle incitatif sur l'action que vous voulez faire. Par contre, si vous décidez d'aller au-delà de ce que vous pouvez trouver sur le marché facilement, là, on va considérer que vous faites un effort supplémentaire et les C2E vont vous aider à réaliser cet effort-là. Et donc, ce que vous allez valoriser pour les C2E spécifiques, ce n'est pas les économies que vous allez faire sur votre facture d'énergie, ce n'est pas les économies que vous allez faire si vous vous faites juste ce que vous alignez sur le marché. Ça va vraiment être l'effort supplémentaire que vous allez réaliser pour cette action. Ça, c'est la première chose.
Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas de fiche, on va dire, qui définit exactement ce qu'il faut mettre dans une opération spécifique, mais il y a quand même quelques règles qui sont définies et que je vais tenter de vous expliquer. Donc déjà, il y a des critères réglementaires. La première chose, c'est qu'il faut que ce soit une économie d'énergie finale réelle et pas une substitution d'énergie. Si vous remplacez un moyen de chauffage au gaz par un moyen de chauffage électrique, par exemple, vous allez peut-être réaliser une économie sur votre facture d'énergie, parce que l'énergie sera moins chère, etc. Mais vous n'aurez pas réalisé l'économie d'énergie finale. Donc c'est ça qui va être regardé par l'administration derrière. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que vous ayez fait un audit énergétique récent, donc moins de 4 ans, sur l'installation que vous souhaitez améliorer. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que le temps de retour de cette opération-là soit au moins de 3 ans, temps de retour brut. Quand je parle de temps de retour brut, c'est le surcoût de l'investissement par rapport à la situation de référence. Donc là, je reviens sur ce que je disais avant, c'est-à-dire que vous allez dépenser tant pour réaliser vos travaux, mais si vous aviez choisi justement le standard du marché, vous auriez dépensé un peu moins. Ce que va vous permettre de valoriser le C2E, c'est la différence entre ce que vous allez dépenser par rapport à la situation de référence. Donc c'est pour ça qu'on parle d'un temps de retour brut par rapport à la situation de référence. Et celui-ci doit être supérieur à 3 ans pour pouvoir prétendre à une opération spécifique. Donc ça, c'est les 3 critères, on va dire, principaux. Ensuite, pour faire une demande à l'administration, puisque c'est comme ça que ça va se passer, on va constituer un dossier avec différents éléments qui sont situés en dessous, et on va présenter ce dossier à l'administration qui va être étudié, et il va y avoir un retour derrière qui va indiquer si oui ou non on peut prétendre au C2E. Donc il faut, je vous le disais, un audit énergétique. Il faut décrire la situation initiale. Donc ça, il faut la décrire le plus précisément possible, avec, on va dire, en étant le plus concret possible. C'est-à-dire que derrière, l'inspecteur qui va regarder le dossier, il a besoin de comprendre de quoi vous parlez, etc. Donc si vous êtes assez vague dans vos explications, il va vous demander des compléments. Donc autant être le plus précis possible à ce moment-là. Bien déterminer la situation de référence, comment elle a été choisie, comment elle a été déterminée, par rapport à quoi, donc sous quelles hypothèses. Est-ce que c'est une technologie nouvelle qui n'a aucun équivalent sur le marché? Dans ce cas, sur quoi je vais me baser? Est-ce que je m'aligne sur une technologie voilà, un peu qui existe déjà, mais qui a peu de moyens d'être fourni par le marché ou pas? Ou alors, est-ce que je fais juste améliorer un équipement existant? Dans ce cas, je peux me baser éventuellement sur les économies d'énergie actuelles. Donc tout ça, c'est à expliquer et à justifier dans le rapport. Et bien sûr, quelle est la situation prévisionnelle après travaux? Donc quelles sont les économies que je compte faire? Comment je les ai calculées? Avec quelles hypothèses? Comment les justifier? Etc. Il faut aussi déterminer la durée de vie de ce produit-là. Donc il va être déterminé en regardant, donc il faudra pareil la justifier, soit avec des garanties constructeurs, soit avec des justificatifs voilà, de stabilité ou de longévité de produits, etc. Donc ça pareil, il faudra l'indiquer dans le rapport, et déterminer le temps de retour brut avec justement des exemples, des devis de constructeurs, différents devis, pourquoi pas, pour comparer par rapport à différentes solutions proposées, pour déterminer celle qui paraît la plus ambitieuse et pour laquelle on va demander des C2E. Donc voilà, c'est à peu près toutes ces problématiques-là sur lesquelles il faut être vigilant quand on parle de C2E spécifiques. À cela viennent s'ajouter un cas un peu particulier, peut-être concerne certains d'entre vous, c'est le cas des sites qui sont soumis sur les APNAQ, à quota CO2. Donc pour ces sites-là, les sites TS, il y a eu une ouverture au C2E récente qui n'était pas possible avant.
Donc avant, les C2E spécifiques étaient limités aux sites qui n'étaient pas soumis à PNAQ. C'est le cas depuis maintenant 1 an. L'administration a choisi d'ouvrir les C2E spécifiques même à ces sites-là. Sachant qu'ils pouvaient déjà valoriser leur C2E à condition que ça ne modifiait pas leurs émissions de gaz à effet de serre. Je prends par exemple un cas, je ne sais pas si vous changez, si vous faites une opération d'éclairage sur une chaufferie qui est soumise à PNAQ, vous allez changer votre facture d'énergie, mais vous n'allez pas du tout changer vos émissions de CO2. Donc pour le coup, ça c'était déjà éligible au C2E avant, ça l'est toujours. C2E standard ou spécifique si jamais on n'est pas dans le cas d'opération standard. Ce qui a changé depuis 2019, depuis le 1er octobre 2019, c'est que les C2E spécifiques peuvent être maintenant valorisés pour des installations qui sont soumises à ce plan de quota CO2. Dans certaines conditions. Le but étant, pour l'administration, bien sûr, d'ouvrir le gisement des C2E et de permettre à plus d'acteurs de pouvoir en bénéficier. Donc, il y a plusieurs conditions supplémentaires. La première étant que le site doit être certifié ISO 50001. C'est-à-dire qu'il faut qu'il bénéficie d'un système de management de l'énergie qui soit certifié via la norme ISO 50001 de 2018, la nouvelle norme. Voilà, à minima, à la date d'engagement des opérations, donc la date d'engagement des travaux, si c'est fait à partir du 1er janvier 2021, ou à la date du début du mesurage, on en parlera après, pour celle engagée avant le 31 décembre 2020, cette année. La deuxième condition, c'est justement le mesurage. Donc dans un dossier spécifique, vous allez indiquer que vous allez réaliser tant d'économies d'énergie une fois que l'installation sera en place. Cette économie-là, pour une installation soumise à quota CO2, il faudra le justifier via une période de mesurage, donc avec des appareils de mesure sur 6 mois minimum, sur une période représentative de l'activité des hypothèses sur lesquelles vous êtes basé pour justifier vos économies d'énergie. C'est 6 mois ou 2 mois pour des petites demandes inférieures à 20 GWh cumulatifs. Et enfin, pour les installations de cogénération, ils doivent satisfaire encore d'autres critères également pour des installations définies dans la directive du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique. Donc ça, c'est les critères, on va dire, supplémentaires sur lesquels il faut atteindre pour pouvoir bénéficier si vous êtes en PNAQ. Maintenant, dans des cas un peu particuliers, l'État a mis en place ce qu'on appelle des lignes directrices harmonisées. Donc pareil, ça concerne aujourd'hui 4 types d'opérations bien définies. Système de récupération de chaleur sur groupe de production de froid, récupération de chaleur fatale pour valorisation sur un réseau de chaleur ou vers un tiers, production de chaleur par une chaufferie alimentée par des CSR, ou production de chaleur et d'électricité consommée sur site par une cogénération, alimentée aussi par des combustibles solides de récupération des CSR. Donc pour ces 4 types d'opérations-là, vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle des lignes directrices harmonisées. C'est concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un document qui a été établi par le gouvernement, par l'État, qui définit un cadre dans lequel vous pouvez simplifier, on va dire, le dossier. Il va vous expliquer, par exemple, comment déterminer votre situation de référence, quelle est la durée qu'il faut prendre en compte, quelles sont les hypothèses qu'il faut prendre pour faire vos mesures sur site, sur quelle période, etc. Donc ça va vous donner un cadre dans lequel vous pouvez derrière plus facilement réaliser la demande de ces C2E spécifiques. Le but étant pour l'administration d'encourager ce type de travaux. Alors ces lignes directrices harmonisées sont valables, je le rappelle, uniquement pour des sites soumis à PNAQ. Comment valoriser ces C2E? Donc il y a plusieurs étapes dans le cadre d'un processus de valorisation des C2E. La première étape, c'est de bien définir le projet que vous avez mis en place. Donc pour ça, il faut déjà que vous arriviez avec un projet un peu abouti, via l'audit par exemple qui a été réalisé sur votre site, qui vous a permis de déterminer des opportunités. Et ces opportunités-là vous conduire derrière à une demande de C2E.
Donc ça, c'est la première étape, c'est de bien définir le contexte, le projet que vous comptez faire et les hypothèses que vous avez prises. La deuxième étape, c'est de contractualiser avec un obligé. L'obligé étant l'entité ou un éligible l'entité qui va racheter vos C2E ou financer votre projet. C'est important d'avoir contractualisé avec un obligé avant de lancer les travaux. Ça, c'est une condition liée au C2E de façon générale. On va ensuite valider les points essentiels sur vos dossiers, reprendre les différents points que je vous présentais tout à l'heure. La situation de référence, sur quelles hypothèses on s'est basé pour déterminer les économies d'énergie, quelle est la durée de vie du produit enfin de la solution qui a été retenue, quel est le temps de retour, etc. Donc toutes ces choses-là, on va bien les formaliser, bien les justifier, bien les expliquer. On va présenter le dossier à l'ADEME dans un premier temps. Alors ça, c'est évidemment pas obligatoire, mais nous, chez Roseau, on a des contacts assez bons avec l'ADEME qui nous font confiance justement là-dessus et qui sont prêts à regarder un peu en amont nos dossiers, sachant que leur avis n'est pas définitif, hein. C'est-à-dire que c'est l'administration, c'est les inspecteurs de l'administration derrière qui vont examiner le dossier, et c'est uniquement s'ils ont des doutes, etc., que le dossier pourra être transmis à l'ADEME. Donc l'ADEME ne validera pas systématiquement tous les dossiers. Néanmoins, si on a un avis, on va dire, positif, bénéfique de l'ADEME, ça peut nous donner confiance dans le fait que le dossier derrière va être accepté à l'administration. Donc ça, voilà, c'est quelque chose avec lesquels on peut travailler. Il y a le montage du dossier en lui-même. Donc ça va être la rédaction du dossier, on va dire le formalisme, tout le formalisme derrière, la récupération de tous les documents, la justification, les factures qu'il faudra fournir pour justifier la situation initiale, etc. Donc toutes ces choses-là, elles vont devoir être mises en forme, etc. Donc ça va constituer le dossier qu'on va ensuite déposer à l'administration. Et derrière, il y a une phase d'étude et de vérification qui peut être plus ou moins longue dans le cadre d'un dossier spécifique. Plus le dossier aura été complet et j'ai envie de dire honnête dans son approche, c'est-à-dire que voilà, on ne va pas essayer de cacher certaines étapes ou juste comme ça, on va vraiment être très transparent sur toutes les hypothèses qui ont été prises, etc. L'administration sera d'autant plus rapide à faire un retour. Et enfin, une fois que le dossier sera validé par l'administration, après ça dépendra évidemment des conditions que vous aurez négociées avec l'obligé avec lequel vous avez contractualisé, mais vous pourrez être payé pour les travaux réalisés. Donc voilà, ça c'est les grandes étapes, on va dire, du processus de montage d'un dossier spécifique. Derrière, il y a plusieurs questions qu'il faut qu'on se pose quand même en amont avant de lancer les travaux. Donc ça, c'est, on va dire, si vous êtes dans le cadre où voilà, vous avez un projet pour lequel vous avez besoin de moyens de financement qui vous semblent ambitieux, mais vous ne savez pas trop, ça ne rentre pas dans le cadre des C2E standards, etc., vous pouvez prétendre à des C2E spécifiques. Posez-vous ces questions-là déjà dès le début. Donc déjà, est-ce qu'il existe des fiches standardisées qui pourraient correspondre à mes travaux ? Donc le catalogue des fiches est disponible en ligne sur le site, par exemple, de la T2E ou du gouvernement, des choses comme ça, qui peuvent déjà vous donner une première vision, voir si oui ou non vous pourriez bénéficier de ces fiches-là. Est-ce qu'il y a un audit énergétique fiable et récent qui a été réalisé sur mon système ? Ou bien, voilà, est-ce que... alors, je dis sur mon système, c'est à minima sur l'installation qui veut bénéficier des C2E. C'est pas obligatoirement sur tout le site, mais c'est au moins un minima sur, il faut que voilà, il y ait eu des mesures qui ont été faites sur l'installation, etc., pour pouvoir justifier derrière la situation initiale, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que l'efficacité énergétique qui vont me motiver pour mon projet ? Est-ce que, par exemple, on me demande juste de respecter la réglementation, donc voilà, j'ai respecté la réglementation parce que mes clients, ils veulent que voilà, mes conditions de production soient telles par rapport à ce qui est demandé par telle norme, etc. Ou bien c'est vraiment pour des considérations énergétiques que je souhaite faire ce projet-là. Et bien sûr, les C2E, le but des C2E, c'est de financer des projets qui souhaitent améliorer l'efficacité énergétique. Donc ça, l'administration sera assez sensible à
à la justification quant aux intérêts derrière le projet. Est-ce que je peux bénéficier d'autres dispositifs de financement? Il faut savoir que les C2E sont par exemple compatibles avec d'autres aides, notamment celles de l'ADEME comme le fonds Chaleur, qui peuvent être disponibles, ou des aides régionales ou locales, etc. Donc on peut regarder aussi à côté, en plus de ce dossier sur les C2E spécifiques, si on peut en bénéficier ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres gains que sur l'usage principal? Des gains annexes qui vont être liés à des usages qui peuvent découler indirectement des travaux qui vont être réalisés. Et enfin, est-ce que j'ai déjà souscrit ou non un contrat de partenariat C2E, auquel cas il faudra le faire au moins avant les débuts des travaux. Voilà, donc c'est un peu toute la problématique derrière les C2E spécifiques. Nous, chez Roseau, on a de l'expérience dans ce domaine-là, et on peut vous accompagner si vous avez des projets déjà un petit peu avancés, un petit peu réfléchis sur l'accompagnement pour bénéficier des C2E spécifiques. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, vous avez nos coordonnées ici. La présentation, de toute façon, vous sera transmise. Et si vous avez des questions, maintenant, je suis disposé à y répondre. Merci Emmanuel. C'était très clair. S'il y a des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Moi, j'en ai quelques-unes déjà. Donc, tu as dit que dans les exigences, il faut qu'il y ait un audit énergétique qui date de moins de 4 ans. Oui, tout à fait. Et si l'entreprise est ISO 50001 et donc elle a plus besoin de faire des audits énergétiques, c'est remplacé normalement. Bien sûr, oui, c'est vraiment un minimum. C'est vraiment le Ah oui. minimum, c'est l'audit. Si elle va encore au-delà, et si elle a un système de management de l'énergie bien en place, etc., il n'y a bien sûr pas nécessité de le fournir. Il faudra juste fournir le certificat ISO 50001 à jour. D'accord. Et par rapport au dossier déposé, au dossier technique, est-ce que la qualité technique des dossiers va impacter sur le délai d'instruction et donc le temps de délivrance des C2E? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, plus le dossier est opaque ou a besoin d'éclaircissement, plus le risque que l'administration retourne vers vous pour vous demander des précisions est important. Donc, D'accord. vous avez tout intérêt à avoir le plus d'informations possible dans le dossier, puisque ça limitera les allers-retours entre l'administration d'un côté, éventuellement l'ADEME s'ils sont consultés, vous de votre côté, si vous avez besoin de consulter d'autres personnes pour trouver des informations, etc. Ça simplifiera d'autant les délais de traitement, et donc la délivrance des C2E et le paiement derrière. D'accord. Et donc, à partir du moment où on s'est dit, bon, ben, on va essayer de faire ce projet, il nous faut des C2E spécifiques, on monte le dossier, on va avoir une validation et à ce moment-là, on peut commencer les travaux. C'est-à-dire que ça ne se passe pas dans un mauvais ordre, on va avoir une grosse surprise et en fait, on ne va pas toucher ces C2E spécifiques. Alors, vous pouvez déjà commencer les travaux, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin du dossier. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais pour pouvoir déposer le dossier spécifique, il faut que les travaux soient terminés. D'accord. Il faut Donc, que les travaux soient terminés. voilà, ça. Et donc, on Donc, peut avoir quelques petites surprises, non? Se dire, bon, ben, on a cette aide sur l'investissement qui va arriver, et en fait, il y a un problème avec le dossier technique, ou on s'était mal renseigné, et donc au final, on ne touche pas l'argent. tout à fait. D'où l'importance en amont de faire appel à quelqu'un pour être sûr que le dossier qu'on va présenter soit bien ficelé et corresponde bien à ce qui est demandé par l'administration, etc., pour qu'on ait le moins de risques possible que le dossier soit refusé. Effectivement, les C2E, c'est une aide qui arrive a posteriori, après les travaux. Comme je disais, ça n'empêche pas de cumuler avec d'autres aides qui peuvent être, pour le coup, en amont du financement. D'accord. Mais Et effectivement, il y a un risque. oui, comme dans l'industrie, en fait, il y a énormément d'opérations qui sont possibles, mais qu'il n'y a rien qui est standardisé. En fait, ces deux spécifiques sont vraiment destinés à l'industrie, comparé à l'agriculture, le transport ou autre chose, quoi. C'est Oui, il y a vraiment... beaucoup plus de C2 spécifiques dans l'industrie, même si on peut trouver il y a toujours des exceptions, bien sûr, hein, des cas particuliers. Par exemple, j'en sais rien, moi, le cas d'un château, quelque chose comme ça, ça rentre pas dans le cadre des C2E standards, donc voilà. Mais là, bien sûr, la principale, c'est l'industrie. Ok. Et par rapport au contrat de partenariat C2E, Mhm. est-ce que ce truc-là, une fois qu'il a été signé, on peut plus le rompre ou on peut changer en cours ou ça se passe comment?
Alors, ça va dépendre des conditions qui ont été définies avec l'obligé. Mais par exemple, vous allez définir un contrat de rachat des C2E pour l'ensemble de vos travaux sur une période. Mhm. Du coup, sur cette période-là, donc tous les travaux qui ont été engagés du début de la signature du contrat jusqu'à la fin de sa validité, bah, vous pourrez bénéficier des C2E aux conditions qui seront déterminées par le contrat. En général, c'est un prix de rachat qui va être fixé entre l'obligé et le bénéficiaire, qui va déterminer bah, le montant de rachat des C2E et donc la prime à la fin des travaux. D'accord. Et par contre, une fois qu'on a passé le contrat avec un obligé, on n'est pas obligé de faire des travaux. C'est juste qu'on est obligé de passer par lui si on veut une valorisation de ces 2 œufs. Tout à fait, oui, oui. Mais par contre, si on ne veut pas faire de travaux, bah, il ne se passe rien. C'est ça. Bah, si vous dites en cours de route, bon, bah, finalement, j'ai plus le budget, ma direction n'est plus d'accord ou les conditions ont changé, etc. Mhm. Voilà, enfin, pour plein de raisons, les travaux vont pas se faire. Bah, c'est pas grave. Enfin, vous allez pas devoir à l'obliger des pénalités ou je sais pas quoi. Enfin, après, ça dépend des contrats que vous avez, bien sûr, mais On dans la plupart a, des contrats, c'est pas le cas. ouais. On a une remarque très pertinente de Didier Fouché, c'est que tout le monde n'est peut-être pas familier avec le terme d'obligé. Oui. Donc si tu peux le spécifier. Tout à fait. Alors obligé, quand on dit obligé, en fait, c'est un terme, on va dire standard pour les C2E. Ça concerne tous ceux qui ont une obligation vis-à-vis de l'État de réaliser des économies d'énergie. Le mécanisme des C2E, ça fonctionne un peu de cette façon-là. Donc l'État oblige les fournisseurs d'énergie ou de carburant à réaliser des actions d'économie d'énergie, soit sur leur patrimoine, s'ils en sont capables, ou bien de financer des travaux pour d'autres, pour des tiers, pour des bénéfices, pour qu'on appelle des bénéficiaires. Et donc ces fournisseurs, d'énergie, d'obligés, etc., d'énergie ou de carburant, on les appelle les obligés. Donc ces obligés-là, c'est, on va dire, à quelques exceptions près, hein, il y a d'autres particularités, etc., mais on va faire simple. C'est ceux chez qui vous allez aller si vous avez des travaux pour lesquels vous voulez financer, et récupérer des C2E. Ça peut être par exemple Total, Engie, etc. Vous allez les voir et vous leur demandez, voilà, j'ai des travaux, je souhaite les financer, qu'est-ce que vous proposez, etc. Et chez Roseau, nous, on a une particularité, c'est qu'on n'est pas obligé, donc on n'a pas d'obligation vis-à-vis de l'État. Par contre, on travaille avec de nombreux obligés. Donc, on a une dizaine, une quinzaine de partenaires obligés. Et si vous avez des travaux que vous souhaitez financer, on va consulter ces obligés, voir leurs offres et vous présenter l'offre la plus intéressante pour vous. Donc, il y a une espèce de comparateur, on va dire, d'obligés, entre guillemets, qui vont proposer le meilleur prix de rachat de vos C2E. Donc en gros, l'obligé, pour éviter d'avoir à payer des amendes à la fin de la période, lui, il va nous racheter un petit peu ce qu'on a réussi à économiser en kilowattheure C'est ça, sur il les va travaux. récupérer un certificat en fait en disant mon client, enfin mon bénéficiaire a économisé tant de kilowattheures grâce à moi. Et donc bah, je considère que je m'acquitte de mon obligation parce que j'ai financé les travaux de ce bénéficiaire-là. Et donc dans le cas des C2E spécifiques, on va uniquement chez un seul obligé avec qui on fait un contrat pour lui dire c'est à vous que je vais remettre tous mes certificats d'économie d'énergie, quoi. Même dans le cas des C2 standards d'ailleurs. C'est important voilà, de considérer qu'une opération ne peut être valorisée que par un seul obligé. Vous n'allez pas Ouais. avoir un obligé en disant moi, je veux de l'argent pour mes travaux, puis aller voir un autre obligé en disant moi, je veux de l'argent pour mes travaux, et ainsi de suite. Quoi. Ça ne marche pas comme ça. Mais là, par rapport au C2E spécifique, est-ce que il a une exclusivité faire pour tels travaux avec un obligé, pour tels travaux avec un autre? Ça dépend comment est tourné le contrat, mais si vous indiquez dans le contrat que le contrat de rachat ne concerne que les travaux qui sont liés à ce projet-là, dans ce cas, bah, une fois que le projet est fini, ou même si vous avez d'autres travaux, vous pouvez aller voir ailleurs et chercher un autre obligé. C'est possible. D'accord, merci. Bon, il va être 14h35. S'il y a une dernière question, on peut y répondre rapidement. Sinon, je vais vous inviter à aller voir la plénière de clôture là, à 14h40, avec les liens que Laetitia vous a normalement envoyés. Merci Emmanuel. Merci Julien, merci tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement pour envoyer le support et la présentation à tout le monde.